C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Alors nous allons, durant cette revue de la presse et pendant quelques instants, mettre de côté ce matin le plan de paix américain de Donald Trump et ses répercussions diplomatiques, politiques et électorales, pour commencer cette revue de la presse par le titre qui va certainement émouvoir et réjouir des millions d'Israéliens. C'est aujourd'hui dans l'avion du Premier ministre du Premier ministre Binyamin Netanyahou que Nahama Issachar revient à la maison en Israël, dans sa ville de Rehovot, et ce près de 10 mois après avoir été arrêté à l'aéroport international de Moscou pour avoir détenu dans son sac 9,5 grammes de hashish. Nahama rentre à la maison, titre ensemble ce matin le Israël Hayom et le Yediot Aharonot, le Ma'ariv également, et l'ensemble des quotidiens israéliens, des sites d'information. Le Yediot Aharonot est le plus détaillé ce matin. En effet, son envoyé spécial Eti Abramov a accompagné durant toute la journée d'hier Yafa Issachar à Moscou, et même si cette dernière, la mère de Nahama, a voulu rester discrète sur les derniers développements, eh bien, elle a eu beaucoup de mal à dissimuler sa joie. Yafa est restée toute la journée d'hier dans sa chambre d'hôtel en attendant une réponse, et puis brusquement à 18h, elle est descendue dans le lobby. À ce moment, les rumeurs, écrit Eti Abramov, circulaient sur le fait que Poutine avait déjà signé la grâce présidentielle de la jeune femme. J'ai reçu une communication téléphonique, a avoué Yafa Issachar, tout sourire, avant d'aller acheter un manteau pour la cérémonie de retrouvailles avec sa fille. Ensuite, elle s'est rendue au siège du grand rabbinat de Russie à Moscou pour une rencontre avec le grand rabbin Berl Lazar, qui est très proche de Poutine et qui était impliqué, on va dire, dans les démarches qui ont permis la libération de Nahama Issachar. Ensemble, ils ont récité la bénédiction de Shechianu, et l'annonce officielle de la libération de Nahama aujourd'hui est donc arrivée. Merci à Poutine, merci à Netanyahou, merci à notre peuple, à notre si beau peuple, a déclaré Yafa Issachar, avant d'apprendre que Nahama arrivera dans la matinée ce matin à l'aéroport de Moscou et rencontrera ensuite Binyamin Netanyahou, qui reviendra vers midi ou 13h de son entretien du Kremlin avec Vladimir Poutine, et elles monteront, les deux femmes, à bord de l'avion du Premier ministre qui les ramènera en Israël. Et ce matin, on peut le dire, le site Ynet, je le consulte en même temps que je vous parle, eh bien, fait l'état d'informations qui viennent donc de Moscou, qui annonce que Nahama Issachar a bel et bien été déjà libéré de prison. Ce matin, dans le Yediot Aharonot, Yuval Karni parle du festival de la libération de Nahama Issachar et déplore que le Premier ministre ait choisi de mener publiquement les pourparlers en vue de la libération de la jeune femme. Et ce, selon lui, à des fins politiques et électoraux. Le juriste Alexis Dobrynin, qui connaît parfaitement le droit russe, estime au contraire que Nahama a choisi la bonne voie en rendant public son combat, et que cette grâce présidentielle de Vladimir Poutine n'aurait pas été donnée sans la visibilité qu'elle a donc donnée à sa protestation. Voilà ce que l'on peut lire dans la presse et les médias israéliens sur la libération donc de Nahama Issachar, une libération qui est soit imminente, soit est déjà intervenu au cours des dernières minutes. Mais revenons ce matin sur le plan de paix de Donald Trump, qui continue à susciter de nombreuses réactions, et sur les répercussions politiques et électorales en Israël. Le Israël Hayom se fait en manchette l'écho de l'émotion provoquée par ce plan auprès des responsables des localités juives de Judée et de Samarie. Nous avons compris ce que nos ancêtres ont pu ressentir en 1948 lors de la déclaration d'indépendance, affirment certains de ces responsables. Le journal insiste ce matin sur le silence éloquent du monde arabe qui a apparemment choqué les Palestiniens, des Palestiniens qui menacent de cesser leur coordination sécuritaire avec l'État d'Israël en Judée et en Samarie. Le Yediot Aharonot, lui, est ce matin plus nuancé. Il insiste sur le fait que le plan d'annexion, d'instauration de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie est en stand-by, en attente, après que les Américains aient freiné la démarche officielle que Binyamin Netanyahou et son gouvernement devaient entreprendre dès dimanche en Conseil des ministres. Avant l'annexion, il faut former une commission, dit-on à Washington, tandis que le ministre de la Défense, Naftali Bennett, lui ferait pression et affirme que ce qui ne se produira pas avant les élections du 2 mars prochain ne se produira pas du tout. Fin de citation. Quant au site d'information, eh bien, il publie la première réaction de Benny Gantz à ce plan de paix américain. Nous allons déposer ce plan d'annexion à l'aval de la Knesset dès la semaine prochaine, a affirmé le leader de Bleu-Blanc, qui a déclaré que ce plan s'inscrivait dans la plateforme politique de son parti.
Le Yediot Aharonot, ce matin, sur la moitié d'une page, pose toutes les questions que l'on peut se poser à propos de l'instauration de la souveraineté israélienne sur les localités juives de Judée et de Samarie. Il tente d'y répondre le plus précisément possible. Et le journal nous livre ce matin également le témoignage émouvant de Yael Shevar, dont le mari, le Rav Raziel Shevar, a été assassiné près de sa localité de Chavat Gilad en Samarie. Yael, qui vous le savez est d'origine française, s'est en fait permis hier de sourire après l'annonce de l'annexion prochaine de sa localité à l'État d'Israël, une localité qui jusqu'à présent n'est pas encore reliée au réseau électrique national de l'État d'Israël. Et puis ce matin, les quotidiens israéliens se font l'écho des discussions intervenues hier sur plusieurs médias israéliens avec des Arabes du triangle de la Galilée, où se trouve par exemple la localité importante d'Oum el-Fahem. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que selon le plan Trump, le futur État palestinien engloberà également ce Meshoulash, ce triangle au nord de la Samarie qui compte plus de 45% de la population arabe israélienne de l'État d'Israël. Et il s'avère que ces notables arabes de cette région qui prêchent depuis longtemps en faveur de la création d'un État palestinien, eh bien, ne veulent pas y être raccrochés et souhaitent rester dans l'État d'Israël, probablement qu'ils savent pourquoi. Les commentateurs continuent de réagir à ce plan de paix. Nadav Shragai répond dans le Israël Hayom à ceux qui affirment que Binyamin Netanyahou n'a pas le droit de prendre une initiative aussi importante que l'annexion des territoires à quelques semaines des élections, et de rappeler que c'est exactement ce que deux gouvernements de gauche ont tenté de faire à l'époque. Le premier était celui d'Ehud Barak en 2001, qui était prêt à offrir des concessions majeures aux Palestiniens à l'approche des élections de février 2001, alors que l'intifada sévissait en Israël. Le second, celui d'Ehud Olmert, qui a proposé en 2008 à Mahmoud Abbas un retrait israélien de 100% de la Judée et de la Samarie et un partage de Jérusalem. À deux reprises, les Palestiniens ont repoussé ces propositions qui venaient aussi de gouvernements donc de transition. Oded Granod revient sur le silence du monde arabe et sur la solitude de Mahmoud Abbas. Et il rappelle dans le Israël Hayom qu'au fil des ans, les Palestiniens ont adopté une position de rejet systématique de tous les plans de paix, même des plus généreux à leur égard, en comptant sur le soutien des pays arabes et également sur celui des Européens. Or aujourd'hui, écrit-il, les Européens appuient ce plan, tandis que le monde arabe, lui, se tait. Akiva Bigman se penche sur les comparaisons faites hier dans les médias entre le plan Rabin de l'époque du début du processus d'Oslo et le plan de Donald Trump, qui selon certains se ressemblent étrangement. Le plan Trump, contrairement au plan Rabin découlant d'Oslo, tient compte de la réalité des changements intervenus sur le terrain, des changements de mentalité, même s'il n'amènera pas immédiatement la paix, écrit Bigman, il permet de gérer le conflit de manière plus saine, donc affirme-t-il donc dans le Israël Hayom de ce matin. Amos Harel dans le Haaretz insiste sur un point important. Les responsables de la défense nationale auraient mis en garde Binyamin Netanyahou en lui affirmant que l'annexion des localités juives de Judée et de Samarie risque de remettre en cause l'accord de paix entre Israël et la Jordanie. Un mot sur la campagne électorale. Les 3 chaînes de télévision israéliennes ont diffusé hier soir dans leur journal télévisé respectif des sondages qui détaillent les intentions de vote des Israéliens après la présentation du plan Trump. Et une constatation s'impose, il n'y a pas de changement dramatique. Dans les 3 sondages, le Likoud se rapproche certes de bleu-blanc, et l'écart donc entre les 2 grandes formations n'est plus que d'1 ou de 2 mandats, mais sur le fond, les 2 grands blocs restent solides et aucun des 2 n'obtient les fameux 61 députés nécessaires pour former une coalition. Le parti d'Avigdor Lieberman restant toujours entre 7 et 8 mandats. Il faudra voir désormais si le retour de Naama Issachar en Israël, dans l'avion du Premier ministre, peut encore apporter des points à Binyamin Netanyahou et au Likoud, mais pour l'instant, c'est donc toujours l'impasse. En marge de ces commentaires et de ces derniers développements très importants, les quotidiens israéliens nous tiennent au courant des développements liés à l'épidémie de Corona en Chine. Tous les journaux et médias israéliens soulignent qu'il n'y a toujours aucun cas recensé en Israël, mais que malgré tout, la santé publique israélienne va débattre aujourd'hui des moyens de faire face à une éventuelle arrivée du virus dans l'État hébreu. Le Israël Hayom indique que de nombreuses compagnies, plusieurs compagnies aériennes ont cessé leur vol vers la Chine, et tandis que le Yediot Aharonot, lui, nous montre son courageux envoyé spécial, Daniel Edelson, qui lui est allé en Chine et s'est rendu au cœur de la ville d'où le virus s'est propagé. Il explique que les habitants de la ville ont été surpris de voir un occidental et se demandent pourquoi je ne m'enfuis pas. Fin de citation. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin sur Studio Kalita.